Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un vaisseau de Star Wars qui n'est pas spécialement le plus connu, mais que je vais avoir plaisir à vous présenter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et c'est en fait littéralement un cas d'école. Il s'agit du Jedi Starfighter du deuxième film de la prélogie, c'est-à-dire l'attaque des clones. Et il s'agit donc du Delta 7 FF Sprite, si je le prononce correctement, Light Interceptor. Et en fait, donc, il s'agit du vaisseau utilisé par les Chevaliers Jedi dans ce deuxième film de la prélogie. C'est un vaisseau qui n'est pas équipé d'hyperdrive, donc il est obligé d'utiliser une espèce d'anneau que l'on voit là, qui donc reste, j'allais dire, en orbite pour justement être utilisé par ce vaisseau. Et donc c'est avec ce genre d'engin que les Chevaliers Jedi, éventuellement de manière un petit peu solitaire et peut-être seulement accompagnés de leur astromech qui s'occupe justement du vaisseau, vont faire des enquêtes, vont faire des missions à travers la galaxie. Quelle est la particularité de cette maquette? Alors déjà, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il s'agit d'une maquette Fine Molds. Et donc les maquettes Fine Molds de Star Wars sont rentrées dans la légende, puisque pendant très longtemps, c'était les maquettes MPC alias AMT ERTL alias Airfix chez nous qui ont dominé le marché. C'est-à-dire que AMT ERTL avait la licence de Star Wars, l'avait largement d'ailleurs exploité en 99 avec la sortie de La Menace Fantôme. Manque de peau et pour Lucasfilm et pour AMT ERTL. Le film, même s'il a été vu par beaucoup de gens, a été franchement déprécié très rapidement par beaucoup de gens, y compris les collectionneurs de Star Wars. Les maquettes étaient vendues beaucoup trop cher, c'est-à-dire que les produits dérivés, pour une fois, pullulaient, et surtout les gens qui avaient obtenu la licence tenaient à en avoir pour leur sous, parce que ça avait été vendu des fortunes, donc il fallait rentabiliser tout cela, et donc c'était vendu extrêmement cher, en tout cas en France. Aux États-Unis je ne sais pas, mais le résultat était le même, c'est que en 99 et jusqu'à la sortie du deuxième film, donc logiquement si je ne me trompe pas c'était en 2002, eh bien il y avait des maquettes de partout qui traînaient, et personne ne voulait du droïde de la Fédération, personne ne voulait du tank de la Fédération, personne ne voulait du pod racer d'Anakin, personne ne voulait de ces choses-là, peut-être parce que on avait l'impression d'acheter des maquettes avec du Jar Jar Binks dedans, je ne sais pas. Le fait est que ça a été une catastrophe en termes de vente de produits dérivés et surtout de maquettes, et que très rapidement ça a fini dans les soldes et que personne n'en voulait. Moi je dois vous avouer que ces maquettes là je les trouve quand même bien sympathiques. Certes le film ne casse pas des briques, mais on peut rien reprocher aux maquettes, elles étaient vraiment très bien. Maintenant le problème c'est que AMT ERTL visiblement n'avait pas envie de renouveler la licence et de repayer pour faire des maquettes pour ce deuxième film, et donc aucune maquette d'AMT ERTL n'est sortie en 2002, aucune. Pas une seule maquette de Star Wars n'est sortie à cette période-là, aucune. Et la seule boîte qui a mis de l'argent pour sortir une maquette, c'était Fine Molds avec ce Jedi Starfighter. Voilà, c'est tout. Et donc en fait, de maquette à l'époque de l'attaque des clones, c'est la seule que vous trouverez, et elle est japonaise, elle n'est pas américaine. Donc c'est un cas d'école vraiment extraordinaire, puisqu'en fait il faut attendre 2005 avec la revanche des Sith pour avoir de nouveau des maquettes, d'abord par Revell,
ensuite par MTE-RTL, et entre-temps, Fine Balls a sorti quantité de kits fort sympathiques, du X-Wing, du TIE Fighter, en 72, en 48, en veux-tu en voilà, le Faucon que je vous ai présenté, en 72. Plus tard, ils ont sorti aussi le Slave One que je vous ai présenté aussi. Ils ont sorti aussi des versions 144 du Slave One et du Faucon. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont tenu le temps qu'ils ont pu avant d'être supplantés par Bandai il y a quelques années. Donc voilà. Ce cas d'école en fait représente très clairement un souci avec les droits et surtout un souci avec les produits dérivés qui se vendent ou non, qui sont rentables ou non. Et là très clairement ça ne l'était pas et donc finalement il n'y avait que cette maquette là en 2002. Ça fait tout bizarre de se dire que d'ailleurs le kit que j'ai là devant moi a quand même déjà 17 ans et ça fait vraiment très étrange de vous le présenter. Et donc avant de vous montrer un autre modèle de Revell sorti quelques années plus tard, ce que je vous propose tout simplement c'est de faire le tour de la boîte et de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors je le rappelle, le kit est sorti en 2002, a priori, et le kit était vendu au Japon. C'est marrant, tiens, pour une fois je ne vois pas. Apparemment donc voilà. Pas sur le code barre, 2500 yens. C'était visiblement le troisième sorti. Je ne sais plus exactement ce que c'était pour les premiers. Il me semble que c'était le X-Wing et le TIE Fighter, mais ça vérifier puisque en plus je crois que je vous les ai présentés. Et donc voilà ce que ça donne monté et peint, puisque là il n'y a pas le choix avec Fine Balls. Donc vous voyez que vous pouvez présenter donc le Jedi Starfighter avec son anneau, ou le Jedi Starfighter donc séparé de l'anneau Hyperdrive. Voilà, et en plus pour vous aider de toute façon vous avez de superbes planches de décalco que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là on a fait le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, notice, en fait il y en a deux. Enfin plus exactement il y a une première notice et enfin ce qui sert à mettre les trop nombreux même décalcos. Alors, Jedi Starfighter with Hyperdrive Ring. Ça parle de l'engin mais uniquement en japonais. Donc là vous avez le Delta 7 proprement dit avec une figurine d'Obi-Wan Kenobi. Et a priori, à un moment donné, il doit bien y avoir quand même le droïde. Alors c'est assez amusant parce que c'est tout petit, mais alors ça a droit quand même à plein de pages. Voilà. Vous avez le droïde ici. Et vous pouvez faire la verrière ouverte ou fermée. Ensuite, l'anneau Hyperdrive. Voilà, rien de bien compliqué. En fait, ce qui sera beaucoup plus compliqué, ça sera de mettre les décalcos. Et surtout de peindre, parce que, comme je l'ai dit, c'est à peindre forcément, notamment pour Obi-Wan et le droïde. Peut-être un peu de peinture quand même pour l'anneau, mais surtout des décalcos de partout. Et c'est tout petit. Donc je les ai laissés dans les sachets, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais on peut voir quand même que les détails sont gravés en creux, que c'est pas mal du tout, hein. On en verra plus tout à l'heure, hein, promis. Vous voyez que le Delta 7 donc est tout petit par rapport à ma main, c'est du 1,72, hein, je rappelle. Par contre, vous voyez la finesse des pièces. Voilà, même ici. Et là, le reste des socles, puisqu'en fait, vous en avez deux, un pour le vaisseau, un autre pour l'anneau. Voilà, et donc vous avez deux planches de décalco avec là le Delta 7
Et ici, c'est que l'anneau Hyperdrive, ou presque. D'ailleurs, pour vous montrer ce que ça donne, parce que je l'ai en triple et non pas en double, voilà, vous voyez que c'est quand même assez finement réalisé, c'est mat. Il y a tous les détails qu'il faut. Pour un kit de cette taille, c'est quand même assez formidable. Il y a même le logo Star Wars ici, qui est déjà en, comment dirais-je, en argenté. Et donc ça peut le faire carrément. Mais du coup, rassurez-vous, je vais vous montrer en fait un modèle monté, mais pas peint, par mon ami Eric. Coucou Eric, je ne t'ai pas oublié. Et vous allez voir immédiatement ce que ça donne. Alors, le voilà, avec des socles. Alors je ne sais plus si c'était déjà peint en noir, je soupçonne que ce soit moi qui les ai peints. Donc vous avez deux socles, hein. L'un pour le Delta 7 et l'autre pour l'anneau Hyperdrive. Et donc vous voyez que vous pouvez poser le Delta 7 là-dessus. Vous avez donc ce qu'il faut pour faire tenir avec les moteurs, si j'y arrive. Et voilà, il me semble que c'est comme ça, ou pas. Bon, écoutez, je suis pas très doué, mais voilà. Donc, comme vous voyez, de toute façon, ça se place là-dedans sans problème. Et vous voyez que monter tel quel, ça le fait pas, franchement, parce que tout simplement ça manque de couleur, hein. Mais Eric m'a quand même livré les décalcos avec. C'est simplement qu'on voit qu'il y a quand même nécessité d'utiliser quand même une colle relativement fluide, comme la Tamiya Fine Cement que je vous recommande régulièrement. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques petits problèmes ici, là et là, de jointure de pièces, et qu'il faut faire attention à tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc en montée mais pas peint. Mais on n'en a pas fini avec ce modèle, parce qu'en fait je vais vous présenter le kit sorti chez Revell avec le Delta 7 mais pas l'anneau, et vous allez voir que c'est quand même franchement proche en termes de taille. Alors voilà le EasyKit Pocket de Revell, donc du Jedi Starfighter, du deuxième film de la prélogie. Vous voyez que c'est exactement le même vaisseau. Vous voyez aussi que je l'ai acheté donc à l'époque à moins de 7 €, 6,90 €. C'était quand même pas mal. C'était dans un jouet club à Paris. Et le kit est sorti normalement en 2008. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement la date là. Donc moi je suis très fan de cette collection EasyKit Pocket. J'aime beaucoup par exemple le TIE Fighter. Si j'arrivais à en retrouver, je pense que j'en prendrais plein pour faire des tas de trucs dérivés si je les trouve pas chers. Et franchement, je regrette que beaucoup de personnes ne se soient pas mis à faire des maquettes avec ces kits là, parce que franchement c'était pas mal. Maintenant, précisons que là c'était une boîte avec des kits qui étaient pré-peints, et que il y a quelques années, Revell a ressorti beaucoup de kits, pas forcément celui-là, mais des kits EasyKit Pocket qui n'étaient pas peints du tout, parfois vendus avec de la peinture et tout, mais sans doute souvent sans rien. Il y avait parfois des autocollants rajoutés dessus, ou des masques je crois, mais quoi qu'il en soit, donc ça je suis pas persuadé qu'on en trouve des masses actuellement, et si vous le trouvez, je vous le recommande quand même chaudement, parce que même si c'est tout petit, contrairement au Naboo Starfighter, ben, il rend pas mal. Donc je vais quand même vous le présenter un petit peu plus près. Donc si vous êtes, comment dirais-je, un adepte des no paint, là vous voyez d'ailleurs que je l'ai monté tel quel, je ne l'ai pas amélioré, je n'ai pas mis de Real Touch Marker, je n'ai pas fait de jus dessus, mais un petit jus dessus aurait permis de relever les détails en creux qu'il y a dessus. Et il est pas si mal ce kit, il y a même tous les détails qu'il faut à l'arrière. C'est juste que comme c'est un snap tit, parce que là aussi il n'y a pas de colle, bah, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits défauts avec des pièces qui tiennent mal, mais c'est moi qui peut-être l'a peut-être mal fait, mais voilà. Donc ça permet quand même d'avoir un astromech déjà peint,
Et ça tient. Bon, le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est assez petit. Maintenant, je vais mettre l'un à côté de l'autre la maquette Fine Molds, qui est très clairement beaucoup plus belle en termes de détails. Mais voilà, d'ailleurs, le cockpit s'en va. À vue de nez, alors si je faisais ça, ce serait peut-être mieux. À vue de nez, très clairement, le Fine Molds est quand même plus grand. Je dis bien à vue de nez parce que en fait, bon, franchement, c'est de pas beaucoup, Si j'enlève donc le kit Revell de son socle en évitant de le casser, oups, pas évident, et que je le mets dessus, on voit que le Fine Molds est légèrement plus grand, mais vraiment de légèrement. Donc en fait, je dirais que ça, c'est supposé, c'est pas du 1,72, je dirais peut-être du 1,80, du 1,85. Voyons ce que ça raconte. Ça ne raconte rien sur la boîte, donc ça va pas nous aider beaucoup, mais c'est pas grave parce que vous voyez, donc c'est de pas beaucoup. Vraiment de pas beaucoup. Et ce que je trouve surtout amusant, c'est que du coup, même si le Fine Molds est clairement plus beau, si vous prenez l'anneau Hyperdrive, alors je vais reculer un petit peu le zoom, et que vous le mettez dedans, et ben ça tient très bien. Ça tient très bien et ça peut faire illusion, j'allais dire. Donc en fait, on a deux kits pratiquement presque de la même échelle. Mais voilà, d'ailleurs j'ai un ami chez Art Movie Fan qui s'est amusé à faire l'anneau Hyperdrive tout seul pour son kit Revell pour s'amuser, et ça rend très bien. Il a fait d'ailleurs l'anneau avec de la récup, ce que je trouve génial, avec du plastique sur, comment on appelle ça, vous savez, les bols de nouilles chinoises ou japonaises qu'on réchauffe, qu'on fait cuire en fait avec de l'eau chaude. Donc voilà, moi je trouve ça super sympa, et je trouve ça surtout très amusant. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation du Jedi Starfighter de Star Wars, l'attaque des clones. Un cas d'école s'il en est, puisqu'en fait il s'agit d'un kit Fine Molds qui est le seul sorti pour ce film, et qui a donc du coup dû faire face à un marché déclinant du produit dérivé Star Wars, en tout cas en termes de maquettes. Voilà, donc j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. Recoucou à Eric. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Merci à vous d'être venus voir ce qui se passe sur cette chaîne. Voilà. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.